Bonjour, ici Diane Rioux, animatrice curieuse, investisseuse et également ange immobilier. Bienvenue à cet épisode de Deal et Confidence. Cette semaine, j'accueille deux investisseurs de Québec, Mélissa Lapierre et Nicolas Arton. Alors, vous savez, on dit souvent qu'en immobilier, il faut savoir passer à l'action. On va voir qu'il faut aussi savoir se remettre en question. Parce qu'après leur première acquisition, ces deux investisseurs-là avaient un profil, avaient un plan de faire du locatif à long terme, mais après plusieurs recherches, après même quelques années, après avoir acquis un premier duplex, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule et ils ont voulu essayer le flip et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont nous raconter leur premier flip en carrière. Donc, évidemment, ils ont fait de leurs devoirs, ils se sont formés, ils se sont bien préparés et on va parler ensemble des négociations, comment ça s'est passé, de toute la préparation, la planification, les rénovations également et de toute l'importance d'être bien préparé et bien conseillé. Donc, vous allez découvrir avec Mélissa et Nicolas des trucs pour réaliser un flip avec succès et rapidité. Hey, salut Mélissa! Salut, Diane! Vous allez bien? Oui, ça va bien. Super bien! Génial! Alors, j'aimerais ça que vous nous racontiez votre flip. C'est le premier en carrière de votre investisseur, de votre carrière d'investisseur. Donc, c'est votre premier flip. Racontez-nous comment ça s'est passé. Écoute, c'est notre premier flip, effectivement. Comment ça s'est passé? Tu commences avec quoi? Moi, comment on l'a trouvé? Mais moi, je pense qu'on peut commencer avec comment c'est venu l'idée de faire des flips dans notre carrière d'investisseur immobilier, parce qu'au départ, c'était pas du tout ça notre objectif. Quand on a commencé à s'intéresser à l'immobilier, Nicolas et moi, l'objectif, c'était vraiment d'investir dans des immeubles à revenus. On voyait, c'était que ça. Puis, on a acquis un premier duplex qu'on a toujours. On est toujours propriétaire de cet immeuble-là en 2012. Puis, l'année d'après, 2013, déjà, on le refinançait, le duplex, pour récupérer notre mise de fonds. Puis là, on avait donc de l'argent pour investir dans l'achat d'un immeuble. On a cherché pendant 2 ans. On a fait plusieurs offres d'achat, plusieurs visites, mais finalement, ça aboutissait jamais. Pour différentes raisons, mais ça aboutissait pas. Fait qu'au bout de 2 ans, après avoir consacré énormément de temps, énormément d'énergie, on voyait plus nos amis, là, c'était comme, on se concentrait là-dessus, on disait, il faut ce qu'il faut, on va y arriver, mais on y arrivait pas. Puis, donc ça, on est rendu en 2014. Puis 2014, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, ça marche pas notre affaire, on se remet en question. On a acheté un chalet qu'on a fait financer presque à 100% par le vendeur. Ça nous a redonné confiance. Puis cet été-là, on l'a passé au chalet. On a tout remis en question, notre plan par rapport à l'investissement immobilier. On s'est dit, bien là, ça ne marche pas, les immeubles à revenus, pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas un jour, mais pour le moment, dans notre vie, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que, Colin, on n'y arrive pas. On peut-tu faire autre chose? On peut-tu faire autrement? C'est là que l'idée du flip est arrivée. On s'est dit, bien tiens, si on est prêt d'acheter des immeubles à revenus là, bien essayons le flip, puis on verra où ça va nous mener. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis donc ça, c'était l'été 2014. Fin de l'été 2014, on se dit parfait, on s'essaye dans le flip. Puis genre 2 mois après, on trouvait déjà le premier deal. Puis comment vous faisiez votre prospection à ce moment-là? Est-ce qu'elle était différente de ce que vous faisiez avant? Ah, c'est sûr, oui, vraiment. Ouais. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, là, je fais rien que parler, là, il y a juste moi qui parle. Non, mais c'est correct. Mais en fait, à ce moment-là, on s'était mis en contact avec un courtier immobilier qu'on avait rencontré, je ne me souviens plus dans quel contexte. Ouais. Mais ça avait bien cliqué avec lui. Puis on lui avait parlé de notre projet de faire des flips. C'est certain que pour faire un deal à l'achat, pour faire acheter avec un bon rabais à l'achat, c'est pas des propriétés inscrites. En tout cas, c'est plus difficile avec des propriétés qui sont déjà inscrites. Fait qu'on lui a dit ça. On lui a dit, ben écoute, si jamais tu es au courant de quelque chose, tu vois quelque chose passer dans ta propre prospection, ben n'hésite pas à nous le faire savoir. Puis on va s'entendre, évidemment, on va te remettre, on va te payer pour ça, là, une commission pour l'achat. Fait que dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Oui, c'est ça. À un moment donné, justement, il nous a contactés puis il a dit, écoutez, j'ai contacté cette dame-là pour pouvoir faire la vente de sa maison. Mais elle a dit qu'elle ne voulait pas de courtier ou plutôt qu'elle en connaissait déjà un avec qui elle allait faire affaire. Fait que là, il a dit à la madame, ben
avant de le mettre dans les mains du courtier, moi, je connais des acheteurs potentiels qui pourraient être intéressés à votre propriété. Fait que là, il nous a contactés, il nous a mis en contact avec elle. Fait que ça permettait d'éviter de son côté à elle qu'elle mette ça dans les mains d'un autre courtier. Fait que c'est comme ça qu'on a trouvé la propriété. Dans le fond, c'était une succession. Oui, c'est ça. Okay. Lui, il l'avait probablement contacté parce qu'il avait su que c'était une succession. Puis il avait fait des démarches dans ce sens-là en tant que courtier. Fait que c'est ça, il nous a mis en contact, puis nous, on l'a contacté directement. C'est vraiment comme ça, dans ce cas-là, que ça s'est passé. Oui. Puis ensuite, vous l'avez négocié à l'aide du courtier? Vous avez négocié directement avec la dame? Parfait. Il n'était pas du tout dans la transaction. C'est vraiment, il nous a mis en contact, puis il n'était plus là. Nous, il a mis une rétribution parce qu'il nous avait trouvé l'opportunité, avec le coût qu'on a acheté. C'était certain qu'on achetait. Mais tout ça, on a fait ça nous-mêmes directement avec la vendeuse, qui finalement était la liquidatrice testamentaire de l'ancien propriétaire. OK. Ouais. Vous avez fait tout seul au niveau de la promesse d'achat, des contrats et tout et tout? Oui. Ça, on a fait ça par nous-mêmes. On avait déjà des transactions immobilières quand même en arrière de la cravate. On se sentait assez confortable. On a fait beaucoup de formations. Oui. Des formations spécifiques. Protège ça, puis comment l'écrire, comment la présenter, quel document utiliser, tout ça. Oui, tu sais, on avait les connaissances parce qu'on a fait beaucoup de formations dans le domaine de l'investissement immobilier. Mais là, c'était le temps qu'on passe à l'action pour vrai dans quelque chose de très, très concret. Là. Exact. Puis comment ça s'est passé, dans le fond, c'est que rapidement, je suis allée visiter la maison. Nicolas n'était pas disponible pour aller faire la visite. Fait que moi, je suis allée toute seule parce qu'on voulait vraiment battre le fer pendant qu'il était chaud. Puis, j'ai eu un coup de cœur, puis tu sais, je le mets en guillemets parce qu'on s'entend, là, la maison, là, c'est un bungalow typique des années 60, puis tout datait des années 60. Là. Salle de bain rose, avec de la céramique partout ses murs, les caisses à savon là, accrochées dans les murs, là, tu sais, quand t'enlèves ça, ça fait un gros trou dans le... Ça te parlait, Mélissa! Ça te parlait? Le sous-sol non fini, tu sais, c'était vraiment là, années 60, pur et dur. Mais j'ai eu un coup de cœur. Je voyais le potentiel. Contrairement à d'autres propriétés qu'on avait visitées auparavant, où j'avais plutôt le sentiment de découragement, puis que on ne partait pas à l'action parce qu'on se sentait overwhelmed, là, dépassé par l'ampleur de la tâche. Au contraire, dans cette maison-là, même si tout était à faire, je voyais le potentiel, puis j'avais le goût de le faire, le projet. Je me disais, wow, il me semble que ça va être vraiment, vraiment trippant. C'est intéressant ce que tu dis là, Mélissa, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui disent mais les chiffres, c'est une chose, mais ça prend le petit oomph. Il faut que tu l'aimes, ton investissement, à la limite. Pas aimer la brique ou pas tomber en amour avec, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Bien, je pense que oui. Puis on entend quand même le contraire. Tu sais, dans les formations en immobilier, ils disent tout le temps « Tombez pas en amour avec votre immeuble, là, c'est pas ça le point, nanana. » Mais dans le fond, c'est comme un autre type de coup de cœur dont on parle en ce moment. Je pense que c'est peut-être plus l'intuition. Oui. Tu sais, de sentir, OK, oui, c'est celui-là. Faire quelque chose avec ce projet-là, je le file, il y a quelque chose. C'est peut-être plus de l'intuition, mais ça se traduit en un genre de coup de cœur. Hein? C'est comme... Puis là, toi, tu étais toute seule pour la première visite. Après, j'imagine que Nicolas est allé visiter à son tour également. Même pas. Quand je suis allée, c'était... en fait, c'est que j'ai eu confiance en Mélissa à ce moment-là parce qu'elle est arrivée et elle était convaincue que c'était vraiment un bon projet. C'était comme, il fallait y aller là. Il fallait y aller là pour vraiment arriver à faire la transaction. Puis, je ne sais pas si dans quel ordre que c'est arrivé. Est-ce qu'on a fait l'offre avant? Oui. OK, ça. On a fait l'offre tout de suite, là, avant même que j'aille visiter. Oui. On s'est basé sur la visite que Mélissa avait faite. Mais l'offre, on l'a fait tout de suite. Fait que pour faire notre offre, on a demandé à la vendeuse combien est-ce que... Parce que là, il n'y avait pas de prix d'afficher rien. Tu sais. Non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, est-ce que ça faisait longtemps que Non. J'imagine que c'était son conjoint qui était décédé? Non, même pas, c'était son cousin. Ah, OK. Son cousin, c'était un célibataire, puis dans le fond, la maison, elle s'est retrouvée dans les mains de 3 cousins-cousines. OK. Ouais. C'était elle qui gérait ça. Donc, c'était pas une dame éplorée là, que vous êtes arrivée pour... oui. OK. Non. Effectivement, oui, c'est un compte. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça facilitait probablement les choses. Ouais. Okay. Fait que là, vous faites une première offre? Bien là, c'est ça. Là, elle nous avait pas dit de prix. Il n'y avait pas de prix affiché. Fait qu'on lui avait posé la question,
combien vous espérez, combien vous voulez. Puis elle m'a dit, je sais pas, faites-moi une offre. Fait que moi, on s'est senti libre-jeu. Ben parfait. Fait qu'on est vraiment allé avec des calculs là, super conservateurs. On se donnait de la marge, là, tu sais, puis... Full de réno, full de profit. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, on a fait une offre à... 128 000. Ah! 128! Je ne me souvenais pas que c'était ça! Là, j'ai checké les chiffres tantôt, là, c'est pour ça, là, ça date quand même de quelques années. Là, mais l'offre a été faite à 128 000 au départ, qu'elle a refusé instantanément. Ben, elle n'a même pas refusé, elle n'a pas répondu. Ah, c'est ça, OK, oui. Zéro réponse! Ouais, pendant une journée, en tout cas, je ne sais pas combien de temps, là, mais zéro réponse. Je dis non, il n'est pas question que je laisse ça lettre morte. Là. Fait que je l'ai appelée, puis j'ai dit bon, ben, tu sais, j'ai envoyé mon offre d'achat, j'ai pas eu de réponse, est-ce que je peux savoir pourquoi? Elle dit ben là, c'est ben trop loin de ce qu'on veut. Je dis mais combien vous voulez? Vous me l'avez pas dit! Fait que là, elle m'a dit ben là, on a regardé un peu les comparables, tout ça, tu sais, puis on voudrait entre 190 et 200 000. Okay. Fait que finalement, on a fait une contre-offre à 170 000. Puis, est-ce que vous aviez fait les comparables ou vous aviez regardé l'évaluation municipale? L'évaluation municipale, on s'en fout complètement. L'évaluation municipale, on s'en fout complètement. Ça ne veut absolument rien dire par rapport à la valeur marchande d'une propriété. Fait qu'on ne s'est vraiment pas arrêté à ça du tout. On a regardé, évidemment, ce qui était en vente sur le marché à ce moment-là. Évidemment, on avait commencé nos études dans le secteur avant de tomber sur ce deal-là. Fait qu'on avait déjà une bonne idée de la valeur marchande des propriétés, comment ça se vendait dans le secteur. Notre courtier nous avait pisté là-dessus aussi. Fait qu'on était quand même pas mal au fait là, de la valeur, on se sentait confortable. Puis à 170 000, on faisait clairement un très beau profit à l'achat. OK. Puis on a évidemment fait valoir le fait qu'on prenait possession rapidement de la propriété. Il n'y avait pas de commission, étant donné que c'était directement avec nous-mêmes. C'est ça. Ils n'avaient pas à supporter les coûts de possession, eux, pendant ce temps-là. Ça tombait l'hiver, là. On était au mois de décembre quand on a négocié ça. Oui, puis c'est ça. Ah oui, ça, on leur avait dit aussi que ça leur permettrait de s'en libérer avant le temps des fêtes. Il y avait comme cet aspect-là, là, avant le temps des fêtes, qu'ils sachent officiellement que ça allait être vendu, tout ça, signé et tout. Là. Fait que ça... Est-ce que vous saviez s'ils avaient un solde hypothécaire? Il n'y avait pas de solde hypothécaire, si je me souviens bien. Il n'y avait aucun solde hypothécaire. Je suis pas mal sûre de ça. Oui. Ah non, ce monsieur-là, il avait construite la maison, puis il a vécu toute sa vie. Wow, OK. Et donc, la 170, ça fonctionne? Oui. Ouais, puis finalement, après inspection, on a renégocié une subvention du vendeur de 2 500. Fait qu'au final, on l'a payé 167 500. Qu'est-ce que vous entendez par une subvention du vendeur? C'est que dans le fond, je me rappelle même, ça commence à dater. C'était au niveau de l'électricité. Quand on a fait l'inspection, l'électricité, bon, ils ont découvert des fils d'aluminium, tout ça. Fait que là, tu sais, ça exigeait des travaux électriques plus importants qu'on aurait pensé au départ. Fait que, tu sais, on lui a demandé d'en couvrir une partie. Okay. Parce que on s'entend, c'était plus élevé que ça, les coûts pour estimés par les électriciens, mais on peut tous entendre que vous nous remettez comme la moitié de ce que ça vaut les travaux, puis on assume le reste. Fait que c'était un peu ça. Fait que c'était comme une genre de remise qu'elle nous faisait. C'est tout ça qu'on avait décidé, c'est ça. C'est une remise qu'elle nous remettait finalement à l'achat. Okay. Ça nous permettait d'avoir déjà un peu d'argent pour les travaux. OK. Et là, on a fait des gros travaux, on s'est enligné pour un gros chantier. Comment ça s'est passé? Oui, bien, tous les éléments principaux, on les a faits. Mettons, la cuisine, tout défait, refait à neuf. La salle de bain, tout défait, refait à neuf. C'était cloisonné, c'est des années 60. Hein? Fait qu'on a ouvert principalement entre la cuisine et le salon. Salle à manger, salon aussi. Il y avait quand même un bloc d'escalier dans le milieu. Fait que c'était pas complètement air ouverte comme ça peut l'être, là, mais la circulation se faisait bien entre les pièces grâce à ça. Tout le sous-sol au complet était sur le béton. Là. Il était vraiment sur le béton. Il n'y avait aucune séparation. Fait qu'on a tout fait, les séparations. On a ajouté une salle de bain dans le sous-sol. Fait que c'était prêt à aménager carrément, là, complètement. Puis on a fait tout revernir, ressabler et revernir les planchers de bois franc qu'il y avait là. Fait que, quand même des travaux assez
important, c'est majeur. L'électricité au complet, la plomberie pratiquement au complet aussi. L'aviez-vous fait passer comme rénovation majeure au niveau de la récupération des taxes? Ah non, pas du tout. Non, pas à ce point-là. Non. Il aurait fallu là, refaire les murs au grand complet, mais non, toute la structure, c'était exactement la même. On n'a pas touché à l'isolation, on n'a pas touché au frame de la propriété du tout. C'est vraiment l'aménagement intérieur, mais au rez-de-chaussée, toutes les pièces sont restées telles quelles. À part l'ouverture qu'on a faite entre le salon et la cuisine, là, les pièces sont restées telles quelles. Les chambres, on a gardé les mêmes chambres, les mêmes dimensions. Pas de déplacé de mur. Non, on en a enlevé 2, mais on n'a pas de déplacé. Oui. Parfait. Et là, est-ce que au niveau de votre budget des rénovations, vous êtes arrivé en temps et en argent? Est-ce que c'était plan A, vous avez réussi plan A ou vous êtes allé au plan B? Ou... Non, c'est une très bonne question. Écoute, je te dirais pas mal plan A. Ça nous a coûté un peu plus cher que ce qu'on avait budgété. Pas énormément plus cher, mais quand même. Là, je pense que ça a coûté 10 000 de plus que ce qu'on avait budgété. 40 000. Au départ, là, dans notre premier plan là, à 128 000, avec notre offre de 128 000, on avait genre 78 000 de travaux. Là, Puis on a réussi à se squeezer pour dire, OK, on descend à 40 000 puis on devrait être correct. Et finalement, ça nous a coûté 10 000 de plus, ça nous a coûté 50 000 de plus. Ça a coûté 50 000 de travaux. Oui, c'est ça. Ouais. 50 000 de travaux. OK, 170. Donc là, on est rendu à 220. 220. Je compte bien. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis, par contre, on a vendu beaucoup plus cher que ce qu'on pensait initialement. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une information que je n'ai pas donnée tantôt, mais qui est vraiment importante. Là. On a fait toutes nos analyses de comparables, tout ça, avant de faire notre offre et de s'entendre. Mais une fois que j'avais signé mon offre, que c'était convenu, là, on allait de l'avant avec le deal, j'ai quand même demandé conseil à un évaluateur agréé que je connais, de venir juste à vue de nez me donner son évaluation de la propriété dans son état actuel versus le prix que je l'ai payé. Fait que je savais que j'avais fait un profit déjà à l'achat. Puis son évaluation une fois rénovée. Fait que ça me permettait de me donner un gauge. OK, si j'investis tant, si mon projet dure tant de temps, puis j'ai le potentiel de revendre à temps, bien, je sais que mon projet se tient. Fait que c'est venu comme me rassurer, nous rassurer dans le processus, puis nous confirmer, OK, on va de l'avant, all-in pour tous les travaux. Parce qu'on aurait pu décider de ne pas finir le sous-sol, par exemple, de juste faire le rez-de-chaussée. Mais on est allé all-in. Je me sentais en confiance avec le petit input de l'évaluateur agréé. Je pense que ça peut faire une belle différence quand même dans la planification d'un projet. Mais on a vendu plus cher que ce qu'on avait estimé au départ. Ça a été gagnant, ça a été le fun. Ça a été une belle surprise même, je dirais. Ouais. Parce que ce qu'on a fait aussi, c'est vrai, une fois qu'on a entièrement rénové la maison, qu'elle était prête à mettre sur le marché, j'ai fait revenir l'évaluateur pour qu'il me sorte une vraie évaluation officielle. Puis, c'est ça, c'était plus haut que ce qu'il m'avait évalué initialement avant qu'on fasse les travaux dans la maison. OK. Ça c'est le fun. Ouais. Puis, au niveau de la revente, est-ce que vous avez utilisé un courtier ou vous l'avez fait par vous-même? On l'a fait par nous-mêmes. On a utilisé avec du proprio. Oui, on a utilisé du proprio. Fait que on se sentait à l'aise de le faire. On avait le goût de le faire. On avait le goût de le vivre. C'était la première propriété qu'on allait vendre par nous-mêmes. Fait qu'on avait le goût de le faire. T'sais, comme on avait mis, on l'avait mis à notre main, si on veut, là, on était prêt à la défendre. Là, puis, on a mis, dans la vente, là, pour nous, un des aspects les plus importants, c'est le staging. C'est vraiment tout l'aspect de la revalorisation, mais dans l'aspect du staging, là, pour faire en sorte que c'est attractif. Nous, on a mis plus que ce que probablement la majorité aurait mis au niveau du staging. On croit en ce que ça peut apporter. On avait mis des électroménagers neufs. On les avait achetés puis tout. On les avait mis pour le staging. Notre plan A, c'était de les vendre avec la maison. Le plan B, c'était de les revendre à part. Puis le plan C, c'était de finir avec chez nous. Ils sont chez nous. C'est bon! On les a quand même mis à rabais. On a cherché des beaux électros à rabais. Mais il y en a plein qui nous disaient comment ça, tu sais. Il y en a plein qui nous disaient, vous n'avez pas de bon sens de mettre des électros là-dedans. Mais nous, là, on y croyait. Il y a une différence, hein, tu sais, quand tu t'en visites une maison, la cuisine est super belle, mais il n'y a pas de frigo, pas de poêle, pas de lave-vaisselle. Il faut que tu t'imagines. Puis c'est comme, les gens qui ne sont pas habitués à ça, là, ils ne voient pas nécessairement aussi bien.
Fait qu'il faut comme leur faire un dessin des fois. Puis ce genre de dessin-là, ben nous autres, on pensait que c'était vraiment une façon efficace de faire. Ça l'a confirmé. Ça l'a vraiment confirmé. Oui. Là, Ben, d'ailleurs, on a refait la même stratégie par la suite. Oui. OK. Puis d'ailleurs, je veux dire, votre projet, il a été réalisé en très peu de temps. Oui. En dedans de 4 semaines, tous les travaux étaient complétés. La maison était stagée, revalorisée, les photos prises, là, prêtes à mettre sur le marché. Puis une semaine après, donc en 5 semaines, en tout et partout, une semaine après, bien, la maison, on avait une offre d'achat acceptée sur la propriété. Après ça a pris 3 mois avant la prise de possession par les acheteurs. Donc, en tout et partout, le projet, ça a été vraiment 4 mois, là, notaire à notaire. Mais tout le processus de rénovation, staging, mise en vente, offre de visite, on avait fait beaucoup, beaucoup de visites, offre d'achat acceptée 5 semaines. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, fait qu'on était vraiment super, super contents d'arriver à ça. C'est génial! Oui, c'est cool. C'est un beau projet. Qu'est-ce que vous diriez qui vous a amené à ça, qui a fait votre succès là-dedans? C'est la planification. Oui. On venait de suivre une formation spécifiquement en lien avec les flips. Ouais. Puis, il y avait vraiment mis beaucoup l'accent sur la planification, puis ça c'est vraiment rentré, puis c'est resté là. Fait qu'on a appliqué ça à la lettre, carrément. On a vraiment tout planifié à l'avance, toutes les... Tu sais, je veux dire, à l'avance, on avait visité la maison déjà, fait qu'on avait déjà notre plan, on avait toutes les photos qu'on avait prises sur place, fait qu'on avait déjà un plan clair de ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce que ça nous amenait, qu'est-ce qu'on avait besoin d'acheter? Tu sais, justement, on avait besoin d'acheter une nouvelle cuisine, on avait des dimensions, on était prêt à aller magasiner ça. Une salle de bain, même affaire, toute la salle, le sous-sol. Fait que, tu sais, on allait déjà magasiner notre cuisine avant même d'avoir pris possession, puis on l'a même acheté et payé avant d'aller chez le notaire. Il y a quand même un petit stress, mais quand même un risque, là, mais... Tant que tu n'étais pas sorti avec la clé du notaire, puis il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Mais bon, on a pris ce risque-là, puis finalement, ça nous a rapporté. On avait tout planifié jour 1, là, on prenait possession, là, le conteneur rentrait dans la cour quasiment avant nous autres. Là, wow! Fait que, jour 1, le conteneur était là, puis on commençait à démolir ce qu'il fallait démolir. Oui, ça a été planifié au quart de tour. Et c'est vrai qu'on, comme tu dis, on l'a vraiment pris à la lettre, là, le principe. Là. Ouais. Puis je sais que c'est ça qui a fait la différence au final. Tu sais, on a fait d'autres projets par la suite, puis notre planification n'était pas aussi pointue, puis on a eu des super beaux résultats aussi, mais les processus ont été un peu plus longs. Alors que là, on avait tout programmé notre monde avant. Là, toutes les équipes étaient en place, tout le monde savait ce qu'il y avait à faire, tout était bien placé. Mais avant même de prendre possession, je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence. On aime ça comme ça, hein? Ouais, Mélissa, Nicolas, qu'est-ce que vous retenez comme apprentissage dans cette aventure-là de votre premier flip à Québec? Il y en a plusieurs, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Ben, d'abord, tant qu'à être là-dedans, l'aspect de la planification est vraiment important dans tout projet d'immobilier, mais entre autres de flip. Là, on parle de flip, là, mais nous, on croit que c'est très, très important. Un apprentissage concret, spécifique avec cette expérience-là. Ben, nous, on l'a acheté d'une personne qui l'avait construite, la maison, puis qui était décédée. C'est le seul propriétaire. Tu sais. Okay. Fait que nous, on l'a acheté, évidemment, quand c'est une succession, souvent c'est vendu sans garantie légale. Donc, on l'a acheté sans garantie légale. On devient les derniers de la chaîne de titre. Tu sais. Puis on l'a revendu avec garantie légale. Ben, coudonc! Ouais. On n'a jamais appris ça nulle part. Il n'y a jamais personne qui nous a suggéré de faire ça. C'est vraiment, ça a été un feeling. On avait comme confiance. Justement, il n'y avait personne avant. Puis, mais même malgré ça, notre apprentissage, c'est ne pas faire ça. C'est quand même un flip. On est quand même les derniers sur la chaîne de titre. On a pris un risque. Énorme. C'est ça. Ouais. Fait que ça, ne faites pas ça. Ouais. Mais vous avez fait ça parce que vous pensiez que ça allait vous apporter... on pensait que ça allait se vendre mieux. Ouais. On pensait que ça allait se vendre mieux. C'est ça l'objectif à la base. Sinon, on aurait juste laissé ça de même. Si ce n'était pas un enjeu pour les gens, là, surtout qu'on visait des premiers acheteurs. Oui. Puis, c'est ça, on visait des premiers acheteurs, puis les premiers acheteurs sont plus stressés. C'est un gros achat, c'est la première fois, ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués de faire des offres d'achat, ils ne sont pas habitués de signer un achat de maison. Ouais. Avant d'arriver à quelque chose, là, il faut que tout soit parfait, là, entre guillemets. Fait que si, il n'y a pas de garantie légale, ça met la puce à l'oreille alors qu'ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça implique.
Fait que ça les stresse plus que d'autres choses. Et il n'y a pas de courtier non plus, il n'y a pas de garantie. Ouais. Ça, c'est un point que je voulais mentionner. C'est un apprentissage vraiment important, là. On a choisi de vendre par nous-mêmes, mais comme notre clientèle, c'est des premiers acheteurs, bien, en général, les premiers acheteurs, ils font affaire avec un courtier. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que les gens qui visitaient par eux-mêmes, ils passaient tous pas à l'action. Ils déposaient jamais d'offres. Ils savaient pas comment s'y prendre. Puis même si on les guidait là-dedans, ils nous faisaient plus ou moins confiance. On était les vendeurs. Dans un sens, c'est normal, je peux les comprendre. Tu sais. Fait que ça passait pas à l'action. Puis ceux qui passaient à l'action, qui nous déposaient des offres, bien, c'était via des courtiers. Fait qu'au final, on n'a pas le choix de payer une commission de courtier pour la vente parce qu'on a vendu via une courtière qui représentait les acheteurs. Fait qu'on a accepté, on a négocié avec elle pour une commission parce que dans le fond, en général, c'est le vendeur qui paye la commission du courtier. Fait qu'on s'est entendu sur un prix évidemment moindre que si ça avait été dans un autre contexte, mais il a quand même fallu qu'on paye une commission de courtier au final. On a accepté ça pour pouvoir vendre la propriété. Fait que ça, comme apprentissage, bien, si on refaisait un flip à une clientèle de premier acheteur, probablement qu'on planifierait dans notre budget de vendre avec un courtier immobilier pour faciliter le processus. Versus, on a fait un flip de chalet. En général, quand quelqu'un s'achète un chalet, mais c'est souvent une résidence secondaire. Donc, c'est des gens qui ont déjà l'expérience d'acquisition de propriété. Fait que là, dans ce cas-là, ça a été beaucoup plus facile. On a vendu par nous-mêmes. Puis, c'est ça. Ça a été plus facile de vendre. Puis, les acheteurs n'étaient pas représentés par un courtier à ce moment. Ah, c'est bon. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui commence en immobilier? La grosse question. C'est un gros apprentissage aussi en lien avec toute l'intro que Mélissa a faite au début là, de notre parcours. Oui. Oui, voir grand. C'est important de voir grand pour se motiver à aller de l'avant puis à avancer, mais il faut aussi accepter d'y aller étape par étape. Parce que souvent, c'est ça qui manque. Surtout quand on est jeune, puis qu'on commence à rêver, puis on s'intéresse à l'immobilier. Là, tu vois big, tu as le sentiment que tout est possible, puis c'est vrai. Mais dans la réalité, en tout cas dans mon expérience à moi, bien, il faut quand même faire ses preuves. Puis c'est pas vrai que tu deviens propriétaire de 200 portes du jour au lendemain. Il y a un processus, il y a des étapes à franchir, puis ça se fait pas en claquant des doigts. Puis moi, ça a été ça, personnellement, mon enjeu. Tu sais, en commençant dans l'investissement immobilier dans la vingtaine, moi, je rêvais d'avoir 200 portes en dedans de 2 ans. Ça a été loin d'être notre vécu, loin d'être notre expérience. Fait que j'ai vécu bien des déceptions, bien des désillusions, jusqu'à ce que je comprenne que chaque chose en son temps. Oui, puis chacun son profil aussi, tu sais, parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font 200 portes en 2-3 ans, mais chacun son profil. Tu sais. Oui, puis c'est pas la majorité qui font ça. Tout à fait. Tu sais? Fait que oui, voir grand, c'est très important de voir grand, mais accepter d'y aller étape par étape. Puis ça fait le lien avec une citation qui nous a bien gros marqué, Nicolas puis moi. Puis je sais pas bien de qui, mais ça dit la chose suivante. Ça dit qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire à court terme, puis à sous-estimer ce qu'on peut accomplir à long terme. Fait qu'il faut accepter des fois de voir sur le long terme, puis de travailler pour le long terme plutôt que de juste chercher tout le temps sur le court terme à faire des petits circuits. Tu sais. Intéressant. Mélissa, Nicolas, merci beaucoup pour ce beau partage. Merci à toi. Merci à toi, Diane. Je vous souhaite encore plein d'autres beaux flips comme ça. Merci beaucoup. Merci, t'es super fine. Bye. Bye, Diane, merci. Voilà donc 2 investisseurs qui savent où ils s'en vont, qui sont passés à l'action et qui prônent la formation et la planification pour réussir en flip. Mélissa et Nicolas œuvrent en immobilier à temps partiel et ils donnent des formations également sur l'art de contacter les propriétaires. Alors, vous pourrez avoir plus de détails en bas sur le lien. Et donc, merci d'avoir été là. Et puis, on se dit à la prochaine pour d'autres confidences d'investisseurs immobiliers.